Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur ce rapide test et avis sur le 8KX de Pimax. Alors what? Comment ça Ludique? C'est encore un test de Pimax? Ils t'envoient tout leur casque maintenant? Eh ben non. C'est en fait grâce à un de vous, Patrick, qui s'est très gentiment proposé de me prêter son 8KX quelques jours afin que je puisse me faire une idée de ce casque et compléter mon tableau de chasse des Pimax. 8K, Artisan, 8K+, 5KS et aujourd'hui 8KX. Grâce à Patrick, merci. Et attendez, il voulait même me prêter sa carte graphique aussi. Et même si me faire mes essais avec une 3090 aurait pu être cool, ça ne m'aurait pas donné idée de ce que ça donnerait si je me retrouvais avec un 8KX uniquement. Et par la même occasion, faire cracher ses tripes à ma 1080 Ti. Bon, je suis quand même parti aussi avec ses contrôleurs index. Je sais que ça pourrait en choquer certains. Quoi, mais... Oui, vous avez tendance à beaucoup grogner. Quoi, mais comment ça, un 8KX avec une vieille 1080 Ti, c'est nul, etc., etc. Eh ben pas du tout, c'est justement le principe, de me faire une idée en ne changeant que le casque et pas la carte graphique avec, qui est en elle-même un upgrade, et donc pas représentative de la différence à faire tourner les autres casques. Et j'ai bien conscience du souci de FPS que ça pourra causer, mais en termes de finesse, ça ne pose aucun souci, et c'est bien cela que le 8KX a à offrir. Allez, passons rapidement sur les caractéristiques habituelles de chez Pimax et celles du 8KX. Donc, équipé de deux dalles de 3840 par 2160 pixels et capable de monter en 90 Hz en mode natif, c'est-à-dire sans upscaler, sinon c'est 75 Hz. Alors, cette option est disponible uniquement avec certains drivers Nvidia et pour ceux équipés d'une 3090. Et sinon, c'est 114 Hz en mode upscalé comme le 8K+. Bon, il est pourvu d'une prise audio jack, d'un microphone intégré, que j'ai pas pris le temps de l'essayer en fait, mais qui est de piètre qualité apparemment. Je sais pas si celui-là il est victime de ce mal aussi. Donc compatible avec le tracking de Steam 1 et 2.0, ses contrôleurs, peut être utilisé grâce au gyroscope et accéléromètre intégré. Donc le truc, rien d'inhabituel, enfin comme d'habitude, comme tous les Pimax. Bien évidemment compatible avec tous les accessoires Pimax disponibles ou à venir, jusqu'à présent. Tout comme le 5AS, fini le transformateur secteur, tout se fait avec deux USB et un DisplayPort. Je vais pas m'attarder sur les accessoires, la sangle, etc., etc. Je vous invite à regarder la vidéo sur le 5AS par exemple, qui est exactement le même, à part les performances visuelles bien sûr. Et justement, ces performances, alors ça donne quoi? Malheureusement, comme tous les Pimax, il peut avoir tendance à ne pas se laisser faire dès le début. Par exemple, sur le 8KX, il est impératif d'utiliser Pimax VR Experience, sinon la modification d'un fichier de SteamVR ne sera pas faite. Modification qui débloque la résolution maximale de SteamVR et permet d'afficher la vraie image. Cette modification est bien sûr faisable manuellement mais doit être faite à chaque mise à jour de Steam. Et elle change tout. Pour mon premier essai, je l'avais lancé seulement avec Pitou, sans changer le fichier de SteamVR. Et niveau performance, j'étais surpris par autant de FPS, mais pas du tout impressionné par ce que je voyais dans le casque. Du coup, j'ai démarré avec Pimax VR Experience et là, la différence est vraiment notable. Les FPS ont chuté, mais visuellement, c'est super et ce que j'ai pu tester de mieux. Alors, c'est top sur le marché. Avec ce champ de vision, c'est imbattable. Mais on reste quand même encore, bien sûr, loin de la résolution de l'œil. Donc, il y a des moments, c'est comme les autres casques. Genre dans IL2 Sturmovik, quand un ennemi est loin, ça reste quand même quelques pixels qui se voient. Et comme le propriétaire du casque me le disait, lui il était déçu de la lisibilité des panneaux sur circuit dans une simu de course. Les voitures vues au loin ont quand même bien une forme de voiture dans un projet de Cars 2 ou Automobilista 2. Les visages dans Arizona Sunshine sont clairement visibles à une vingtaine de mètres, mais quand je dis clairement, c'est-à-dire clairement visible quand même, c'est propre. Le texturé lit dans le jeu rouge, ça clignote absolument pas et ça se lit, il n'y a pas d'effort pour lire. Bon ça, de toute façon, les efforts pour lire, ça fait longtemps qu'on n'en a plus quand même. Le tableau de bord, alors le tableau de bord, c'est pas ce qui est le plus important, parce que tout le monde toujours après le tableau de bord, mais le tableau de bord, je pense que suivant les heures que vous avez sur votre avion, le tableau de bord, vous le connaissez, donc c'est pas le tableau de bord qui est intéressant. Bon, le tableau de bord quand même dans FS 2020, il est clair, et il y a que certaines toutes petites inscriptions derrière l'aiguille, par exemple, là, qui restent lisibles sans se rapprocher. Donc là, par exemple, là, ce petit texte, c'est illisible ici, et si je me rapproche là, comme ça,
Voilà, là, ça, c'est lisible. Donc là, pour lire ça, il faut quand même approcher, mais sinon, pour le reste, il n'y a pas besoin. Mais ce qui est important, c'est surtout l'extérieur, les décors, l'aliasing qui est inexistant, complètement inexistant, l'aliasing 0, sur le fond, l'horizon, c'est vraiment superbe. Dans Half-Life Alyx, évidemment, les Russell sont criants de vérité, et en plus avec les contrôleurs index, eh bien, on peut voir que je les découvrais. Donc ça a fait partie d'une grosse partie de mon test aussi sur Alyx, ça a été de découvrir les contrôleurs index. Et c'est vrai que le rendu est vraiment bon. D'ailleurs, Alyx m'a permis de me rendre compte que les contrastes sont plutôt bons, en fait, aussi. Le 75 Hz ne m'a pas gêné car la finesse de l'image procure à elle seule un confort appréciable. Donc en fait c'est sûr que ce serait bien d'avoir les deux. Des fois une basse résolution avec une très haut taux de rafraîchissement c'est bien, c'est confortable. Une image très fine, en fait, même si le taux de rafraîchissement n'est pas énorme, une image très fine, ça repose aussi pas mal les yeux, du coup, en fait ça les fatigue moins. Donc du coup, c'est sûr que le top ce sera bien, hein, sur 180 Hz avec sur 4K par œil, voilà, ce sera très bien. Mais parce que c'est quand même vachement fin niveau S2, je le trouve même meilleur que sur le 8K+, bizarrement, alors que c'est supposé être les mêmes dalles. Et une fois qu'on a posé les yeux dedans, ben, quoi qu'on essaye ensuite, c'est inférieur, à part le G2, mais avec un champ de vision incomparable. C'est un Pimax, on connaît, c'est large. Bon, certains se plaignent de la distorsion. Bon, le sujet sur les Pimax, ben, la distorsion, de toute façon, elle est normale sur les bords d'une lentille. Il faut quand même considérer que sur un Pimax, le champ de vision normal, ça correspond au max que moi je suis en mesure de faire le focus en tournant les yeux et encore en forçant. C'est-à-dire qu'en fait, la distorsion qui est visible, je ne peux pas faire le focus dessus. Elle est uniquement en vision périphérique. Sauf qu'en fait, dans le cas des Pimax, ce n'est pas de la distorsion. Pour être techniquement correct, c'est plus de l'aberration chromatique. L'aberration chromatique, c'est ce qui donne un genre de flou qui sépare les couleurs, alors que la distorsion, c'est ce qui déforme réellement l'image. Là, on n'est pas du tout sur une déformation de l'image. C'est pas quelque chose de carré reste carré, mais c'est plutôt flou. Donc c'est pas vraiment de la distorsion, c'est plutôt de l'aberration chromatique. Et justement, cette aberration chromatique, elle n'est pas vraiment dérangeante parce qu'elle est complètement en dehors du champ de vision sur lequel on puisse, ou en tout cas moi, je suis en mesure de faire le focus. Par exemple, quand on porte des lunettes, que ce soit lunettes de soleil ou lunettes de vue, on n'est pas en mesure de regarder les branches de la monture des lunettes. On peut regarder le bord du verre, mais on ne peut pas regarder au-delà. Le reste, ce n'est que de la vision périphérique. On ne peut pas poser son attention dessus. Et bien c'est à partir de là que l'aberration chromatique vraiment commence. Ça, c'est surtout les Pimax. Et celui-là, il n'y échappe pas. Mais moi, ça, c'est un deal que j'ai passé avec Pimax à la limite, hein, depuis le 8K. Moi, je l'ai accepté comme ça et ça me convient très bien parce que de toute manière, c'est pas autant que ça. À la limite, c'est plus facile d'avoir l'aberration chromatique sur la verticalité du champ de vision. Oui, celle-là, elle est plus facile à atteindre parce que là, on peut plus facilement faire le focus dessus. Mais heureusement, elle est bien moindre. Donc moi, l'aberration chromatique, ou distorsion, appelez ça comme vous voulez, puisque tout le monde appelle ça distorsion maintenant, mais ça reste de l'aberration chromatique. Un peu comme Pimax, Pimax, hein. Bon moi, dans mes vidéos en anglais, j'avoue, je dis Pimax, c'est pour me fondre un peu dans la masse, mais sinon, c'est pas une tarte max, c'est le signe pi max. Alors pi, ce qu'il y a, c'est qu'en anglais, pi, bah, c'est un double sens, mais sinon c'est pi max, même en anglais, normalement ça devrait être pi max, c'est pas pi max. Donc la déformation de l'image, je vais appeler ça comme ça moi je suis sûr de ne pas me mettre la moitié des viewers à dos, m'a jamais dérangé, et quand le champ de vision supplémentaire qui lui est associé n'est pas là, et ben il me manque. Le problème qu'on rencontre là, c'est quand même au niveau des performances, parce qu'étant donné qu'une plus haute résolution encore, ça nous dérangerait pas plus, ben ça va pas être facile de faire tourner ça à un nombre de FPS décent, même avec une 3090. Donc évidemment, ça va être un grand coup de eye tracking, etc. Et c'est là qu'on est en droit de se poser la question, hein, est-ce que ça vaut le coup ? Le faire tourner en mode upscalé correspond au perf du 8K+, mais visuellement aussi, donc au final l'intérêt ne réside que dans le fait de pouvoir jouer à des jeux gourmands et avec un taux de FPS plus élevé, mais ça casse un peu l'intérêt du truc. Mais pas son prix. Des utilisateurs se plaignent du mode upscalé, mais oui, c'est normal, c'est moins joli que le 8K+, forcément. Faut pas s'attendre non plus à voir la même image passer du 8KX au 8K+. Il y a une différence, un genre de flou, oui. Bon, ok, ma 1080 Ti ne fait pas le poids pour certains jeux, mais s'en sort pour certains. Donc au upscalé, Empire, ça passe.
Mais sinon, si je veux profiter d'un 8KX, il me faut débourser 1299 € pour le casque, auquel je dois ajouter 2 contrôleurs à 299 € et 2 stations à 398, puis une carte graphique à 1600 €, soit un total de pratiquement 3600 € dans les grandes lignes. Voilà ce qui fait quand même un peu beaucoup. Perso, avec un budget pareil, je fais plutôt péter un Yo VR ou un Yo 2 qui vieilliront moins vite qu'un casque. Et donc, claque visuelle ou bien bancaire, le 8KX, eh ben les deux en fait. Voilà, je reste sur un avis un peu mitigé à propos du 8KX. J'ai du mal à vraiment penser quelque chose. Considérant la durée de vie de ce genre de périphérique sur le marché et les batailles de prix qui sont en train de se mettre en place, de débourser autant me voile les bons aspects de rendu visuel de ce casque, car ils sont quand même indéniables. Alors si le budget vous le permet, genre facile, alors oui, mais si avoir le budget pour vous c'est vous priver de quelque chose, je suis pas sûr que ce casque en vaille le sacrifice. Parce que oui, c'est encore que le début et les choses vont bouger. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on peut tous remercier Patrick, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Et merci à mon fils Clément qui a fourni la musique qui nous a accompagnés tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions et commentaires en dessous. Et si elle vous a plu, pensez à y glisser un like. La prochaine vidéo sera un comparatif de 4 SDE vus à travers la lentille, épisode 2. C'était Ludix. Ciao!